Deux jeunes femmes se tenaient devant elle, indiscernables aux cheveux blonds, yeux bleus chantant ensemble, unies par un lien tacite. Elles étaient le miroir l'une de l'autre, chaque mouvement de tête, chaque geste, un écho. Pourtant, il y avait quelque chose de plus, la courbe de leur sourire, la forme de leur visage, la façon dont leurs cheveux dansaient au vent. Quelque chose en elles criait, ce sont elles, ce sont mes filles. Comment était-ce possible? Les jumelles avaient disparu au Brésil. Comment étaient-elles apparues ici, en Europe, à chanter en public comme si de rien n'était? Estella tremblait. Elle regardait la vidéo en boucle, la mettant sur pause, la rembobinant, la comparant image par image avec de vieilles photos. Le doute s'évanouit, chaque cellule de son corps criait la même vérité, c'était Ana Clara et Isabella. Toute la nuit, elle a cherché des indices. Elle a remonté le profil du compte qui avait mis en ligne la vidéo et a épluché les commentaires jusqu'à ce qu'un utilisateur tague une page Instagram, Twin Voices Music. Estella a cliqué et trouvé les profils de deux jeunes artistes se produisant dans les rues d'Europe, Allemagne, Autriche, sur d'innombrables places. Ils parlaient couramment anglais, répondaient gentiment à leurs fans, publiaient des vidéos d'eux riant, chantant, partageant des bribes de leur vie. Mais aucune mention en rien du Brésil, de l'enfance, de la famille. Aucune photo d'avant 12 ans, comme si leur histoire commençait à mi-chemin. Son cœur battait fort. Étaient-elles vraiment ses filles ou était-ce un cruel coup du sort? Elle avait besoin de certitude et ne reculerait devant rien pour découvrir la vérité. Estella pouvait à peine respirer, sa main tremblait, ses yeux brûlaient, son cœur s'emballait. Tout chez ces jeunes femmes dans la vidéo criait « mes filles » et pourtant, elles lui semblaient si lointaines, si inconnues. La page musicale de Twin Voices confirmait qu'ils vivaient en Allemagne et effectuaient de brèves tournées à travers l'Europe. Ils avaient 31 ans, soit l'âge exact qu'auraient Ana Clara et Isabella aujourd'hui. Comment s'étaient-ils retrouvés dans ces rues? Pourquoi semblaient-ils oublier leurs origines, ou cachaient-ils quelque chose? Les jours et les nuits se brouillèrent tandis qu'Estella enregistrait chaque image, chaque clip, chaque commentaire. Elle étudiait leurs paroles, leurs mouvements, chaque détail de leur visage, chaque tache de rousseur. Puis elle remarqua une chose, dans une vidéo, celle qui devait être Isabella portait une chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur, le cadeau même qu'Estella lui avait offert pour son 10e anniversaire. Après 21 ans, Estella s'effondra, les larmes aux yeux comme celles d'un enfant. Maintenant, elle en était absolument certaine, et elle devait agir. Mais comment? Une femme humble du cœur du Brésil, ignorante de toute langue étrangère, sans moyens financiers pour de longs voyages, comment pouvait-elle les joindre? Le désespoir la poussa à envoyer un message en portugais, « Bonjour, j'ai vu votre vidéo en ligne. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Cela peut paraître étrange, mais je crois que je suis votre mère. » Les heures passèrent. Aucune réponse. 2 jours. 3. Une semaine ou toujours rien. Estella essaya à nouveau, cette fois dans un anglais simple avec un traducteur en ligne, « Je crois que je suis ta mère. S'il te plaît, parle-moi. Je viens du Brésil. Je m'appelle Estella. » Rien. Pas de commentaire, pas de réponse, juste la douleur d'être bloqué. Bloqué. Ce mot lui fit l'effet d'un coup au ventre. Pourquoi la rejetterait-il? Ou quelqu'un d'autre avait-il le contrôle? Puis, de manière inattendue, un nouveau compte mystérieux est apparu, pas de photo, pas d'abonnés, pas de description. Un seul message, arrêtez de les chercher. Ils ne savent pas qui ils sont. Si vous continuez à les chercher, vous risquez de leur faire du mal. Le monde d'Estella a basculé. Qui était cette personne? Comment connaissait-elle son histoire? Pourquoi taire la vérité? Son esprit repensa à des fragments oubliés de cette terrible journée, une voiture noire discrètement garée au coin de la rue où les jumeaux avaient disparu. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais à présent, chaque souvenir lui revenait avec la force d'une tempête. C'était logique, Estella fouilla dans des dossiers de police poussiéreux, exigeant l'accès à chaque déposition de cette époque. En épluchant les rapports les uns après les autres, elle tomba sur une affirmation de témoin selon laquelle 2 filles étaient montées dans une voiture noire immatriculée à Sao Paulo. À l'époque, les enquêteurs avaient rejeté cette affirmation, la jugeant confuse et sans fondement. Sans se laisser décourager, Estella se rendit au commissariat et les supplia de rouvrir l'enquête. On lui répondit que l'enquête était close depuis 21 ans, qu'on ne pouvait rien y faire. Pourtant, elle refusa d'abandonner. Elle a réalisé une vidéo.
Elle y racontait son histoire et montrait des photos de ses filles. Elle mentionnait un bracelet, partageait un message mystérieux et le publiait sur des forums de personnes disparues et sur les réseaux sociaux. Puis, un événement extraordinaire s'est produit, la vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée, accompagnée de messages d'espoir, elle se ressemble, on ne peut pas le nier, et des personnes du monde entier ont commencé à enquêter par elles-mêmes. De l'Allemagne au Brésil en passant par les États-Unis, des détectives en ligne ont épluché les archives, croisé les images et tenté de retrouver les jeunes femmes en personne. Au milieu de ce tourbillon, Estella reçut un message d'une femme de Munich nommée Clara. « Bonjour, disait-il. J'ai vu votre vidéo. Je connais ces filles. Elles chantent généralement sur la place près de chez moi. Un jour, je les ai abordées et elles m'ont dit qu'une Autrichienne nommée Margaret les avait adoptées à 12 ans. Mais elles ne se souviennent de rien de son passé. Dès que j'aborde le sujet, elles changent de sujet. Un jour, j'ai vu Isabella pleurer seule après une chanson, j'ai senti que quelque chose clochait. Estella répondit immédiatement, demandant de l'aide. Clara promit de parler aux filles. Fidèle à sa parole, elle retourna sur la place, attendit la fin du spectacle et s'approcha des chanteuses avec un cadeau, 2 petits pains sucrés à la goyave et à la noix de coco, une recette brésilienne. Quand Anna Clara sentit l'odeur, ses yeux se remplirent de larmes. « Ça me rappelle quelque chose », murmura-t-elle. Isabella lui prit la main. « Moi aussi, je le sens », dit-elle d'une voix tremblante, mais je ne me souviens plus de quoi. Puis Clara parla doucement, « Il y a une femme au Brésil qui prétend être ta mère. Tu as disparu depuis 21 ans. Elle n'a jamais cessé de te chercher. Elle t'a vu dans une vidéo et t'a reconnu immédiatement. » Les jeunes femmes se turent, puis s'éloignèrent. Le lendemain, Clara reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine glaciale l'avertit, « Arrête de fourrer ton nez là où il ne faut pas », mais Clara ne s'abandonna pas. Chaque jour, elle retournait sur la place avec des lettres d'Estella, traduites en allemand. Un matin pluvieux, quelque chose changea. Les filles attendaient, les yeux rivés sur Clara, l'une serrant une lettre. Elles s'approchèrent timidement. Isabella demanda, « Pouvez-vous nous mettre en contact avec cette femme ?» Clara sourit. Elle avait attendu cela pendant 21 ans. Cette nuit-là même, le téléphone d'Estella sonna, un appel vidéo retentit. 2 jeunes femmes nerveuses, les larmes aux yeux, se tenaient derrière Clara. En les voyant, Estella ne put retenir ses larmes. Après un silence stupéfait, Anna Clara demanda, « As-tu une cicatrice à l'épaule ?» Les mains tremblantes, Estella souleva son chemisier pour révéler la petite cicatrice en forme de croissant qu'elle portait depuis l'âge de 5 ans. Les sœurs pleurèrent et l'une d'elles murmura, « Oh mon Dieu, c'est toi. Je me souviens de toi. » À ce moment-là, après 2 décennies d'absence, Estella a finalement regardé ses filles dans les yeux et le vide qu'elle portait depuis l'enfance a commencé à se remplir d'un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. « Vous êtes mes filles », sanglota Estella en se couvrant la bouche. Isabella se serra contre elle. « Je me souviens de l'odeur de tes cheveux », dit-elle en regardant sa mère, « et du son de ta voix qui me chantait pour m'endormir. » Anna Clara hocha la tête à travers ses larmes. Et l'histoire du soir de « L'étoile qui ne dort jamais », celle qu'Estella avait inventée pour les réconforter s'est avérée être un secret que seule pouvait connaître. Elle était réelle. Pourtant, tant de questions subsistaient. Comment avait-il été enlevé? Qui était Margaret? Pourquoi croyaient-ils avoir été adoptés à 12 ans alors qu'ils avaient disparu à 10 ans? Et pourquoi ne se souvenaient-ils de rien avant cet âge? Estella savait qu'elle devait les tenir dans ses bras, pas seulement sur un écran. Elle a lancé la campagne la plus difficile de sa vie, collecter des fonds en ligne pour voyager en Allemagne. Son histoire a ému des milliers de personnes et, en moins de 10 jours, elle avait ses billets, son visa et le cœur battant d'impatience. À l'aéroport, elle n'avait emporté qu'une petite valise et une enveloppe remplie de vieilles photos, de dessins d'enfance et de la poupée de chiffon que chacune de ses sœurs avait aimée. À Munich, Clara la rencontra et la conduisit dans un café chaleureux. Les jeunes femmes attendaient, nerveuses. Lorsqu'elles aperçurent Estella, elles se levèrent lentement, incertaines de la réalité. Isabella fit le premier pas puis Anna Clara et elles coururent se jeter dans les bras ouverts de leur mère. L'étreinte dura de longues minutes, 3 âmes brisées se retrouvaient. Les spectateurs pleuraient, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose de profondément important. Après cela, ils restèrent assis en silence jusqu'à ce qu'Anna Clara demande enfin, « Pourquoi ne nous avez-vous pas cherchés ?» Les yeux d'Estella s'écarquillèrent, comme poignardés. « Je n'ai jamais arrêté », s'écria-t-elle.
puis elle leur raconta tout, comment elle avait perdu son emploi, comment elle était retournée au bureau en courant pour constater qu'ils étaient partis, comment la police avait ignoré ses supplications, comment ses voisins l'avaient accusée d'avoir vendu ses propres filles. Ils écoutaient, silencieux et stupéfaits, reconstituant la vérité de l'enfance qui leur avait été volée et de l'amour féroce qui ne les avait jamais lâchés. Estella a dû faire face à la femme qui avait emmené ses filles, mais les filles ont hésité. « Tu crois qu'elle nous a kidnappés » murmura l'un d'eux. « Je ne pense pas, j'en suis sûr » répondit Estella d'une voix ferme. « Et si j'ai raison, il y a d'autres vérités que tu dois découvrir. » Les jours suivants, Estella resta chez Clara et passa des heures avec ses filles. Elle apprit leurs moindres chorégraphies, les instruments qu'elles utilisaient pour leurs concerts, et se plongea dans leurs cahiers de composition, dont les pages étaient remplies de paroles évoquant un vide sans nom, un lieu disparu, une maison dont personne ne se souvient. « C'est notre âme qui essaie de se souvenir, » dit Estella, les yeux brillants d'excitation, jusqu'au jour de la visite à la clinique. Déterminée, elle s'habilla impeccablement, serrant une lettre à la main. Anna, Clara et Isabella l'accompagnaient. La clinique se dressait comme un château moderne, ses jardins fleuris étrangement silencieux. À l'intérieur, Margaret était assise sur une chaise, le regard perdu dans le vide. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, mais son regard était terne. Les filles la saluèrent d'un signe de tête respectueux. Estella resta en retrait pour observer. Puis Margaret leva les yeux et se releva lentement. Elle s'arrêta devant Estella. « Je m'appelle Estella, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis la mère des filles que tu as enlevées il y a 21 ans. » Les yeux de Margaret clignèrent. Un tremblement parcourut ses lèvres. Estella sortit de sa poche une photo délavée des jumelles tout petits aux leurs petites mains serrant une poupée de chiffon. « Tu les as emmenés alors qu'ils n'étaient que des enfants » dit doucement Estella. Margaret fixait la photo. Des larmes lui montaient aux yeux et roulaient sur ses joues, mais aucun mot ne venait. « Pourquoi as-tu fait ça » pleura Estella. Les infirmières se sont précipitées. « La visite est terminée » a dit l'une d'elles. Alors qu'on emmenait Margaret, un soignant s'est glissé à leur rencontre. « Madame Estella, je m'occupe de Margaret depuis 2 ans. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle tendit une enveloppe à Estella. À l'intérieur se trouvait le journal de Margaret. Sur la première page, d'une écriture ferme, on pouvait lire « Ce que j'ai fait en 2002 me condamnera à jamais. » Estella, Anna, Clara et Isabella échangèrent des regards stupéfaits. C'était le début des réponses à leur plus profond mystère. Mais qu'avait donc écrit Margaret? Quelle terrible vérité Estella allait-elle découvrir, des vérités qui allaient non seulement transformer sa propre histoire, mais aussi celle de ses filles à jamais? Dans la voiture, le silence les enveloppait, chaque souffle lourd comme chargé du destin. Estella serrait le journal d'une main tremblante, ses filles se penchant contre elle, partagées entre l'anxiété et la peur. La première phrase suffisait à faire trembler le monde. Ce que j'ai fait en 2002 me condamnera à jamais. Ils atteignirent le petit appartement de Clara et s'enfoncèrent dans le canapé usé du salon. Estella prit une longue inspiration et ouvrit le journal. La première fois que je les ai vus, lut-elle, c'était dans un café de Rio de Janeiro. Ils étaient seuls, leur mère distraite, et à cet instant, le mal a trouvé sa chance. Estella porta une main à sa bouche. Les larmes coulèrent à flots. C'était réel. Margaret avait pris le contrôle, elle avait vu les filles, les avait enlevées. Je les ai observées pendant des jours, avait écrit Margaret. J'ai appris leurs emplois du temps, leur routine, l'amour insouciant de leur mère. J'étais obsédé. Quelque chose me disait que ces filles m'appartenaient. Isabella et Anna Clara restèrent figées, le choc gravé sur leur visage. Cette nuit-là, je les ai suivies jusqu'à leur immeuble. J'ai attendu que leur mère sortait, en quelques minutes, je les ai eus. Une voiture les attendait. Tout s'est passé en silence. J'ai drogué leur boisson dans le parc pour qu'ils ne se réveillent pas et ne pleurent pas. C'était le crime parfait, du moins je le croyais. Le corps d'Estella tremblait de douleur. En Roumanie, poursuivait le journal, j'ai falsifié des papiers. J'ai prétendu qu'ils étaient orphelins, j'ai utilisé d'anciens contacts qui me devaient des services. À leur réveil, je leur ai dit qu'ils avaient été abandonnés et qu'ils étaient désormais en sécurité. Ils ont pleuré pendant des jours, mais ils l'ont accepté ou peut-être même s'y sont-ils habitués. Je me suis menti à moi-même en pensant que je leur offrais une vie meilleure. Je savais que j'avais détruit une famille, mais mon orgueil et ma folie m'aveuglaient.
Je leur interdisais tout contact avec le monde extérieur. Plus ils grandissaient, plus ils me haïssaient sans savoir pourquoi. Estella ferma le journal. Je ne peux pas. S'étrangla-t-elle. Isabella lui prit la main. Maman, laisse-nous lire avec toi. On est forte. On a besoin de savoir. Ils continuèrent donc à lire, page après page. Margaret avoua sa culpabilité, sa peur constante d'être démasquée, comment elle avait évité les réseaux sociaux, déménagé de ville en ville, changé les prénoms de ses filles, et même inventé des dates de naissance différentes pour les séparer. Ils m'ont demandé pourquoi ils se ressemblaient tant, pourquoi ils n'avaient aucun souvenir d'enfance. Je leur ai expliqué que c'était un traumatisme, qu'être jumeaux était un hasard, que leurs parents avaient disparu. Estella pleurait et souriait à la fois. À chaque ligne, un morceau de son âme commençait à guérir. Puis vint une révélation inattendue. En 2011, un homme s'est manifesté. Il a dit qu'il était au courant pour les filles et qu'il avait contribué à effacer les images de surveillance de l'immeuble. Il m'a menacé de me demander de l'argent, mais m'a donné une copie des enregistrements pour me protéger. Si jamais j'étais découvert, je pourrais m'en servir pour me défendre ou négocier. Les yeux d'Estella s'écarquillèrent. Des images de vidéosurveillance ? Pendant toutes ces années, la police a dit qu'il n'y avait pas de caméra. Il m'a laissé les cassettes, avait écrit Margaret. Elle montre le moment exact, la voiture, la plaque d'immatriculation. Estella faillit tomber du canapé. Ce pourrait être la preuve ultime. Tu crois qu'il en existe encore une copie ? Demanda Anna Clara. Estella hocha la tête. Si Margaret l'a gardé, il doit être avec ses affaires, ou à la clinique. Le lendemain matin, munis de l'autorisation signée d'Isabella et d'Anna Clara, désormais reconnus légalement comme mineurs par les documents allemands, ils retournèrent à la clinique. Le directeur les accueillit respectueusement. Margaret possède un coffre-fort privé ici depuis son arrivée. Personne n'est autorisé à y toucher, mais compte tenu de son état et avec votre permission, vous pouvez y accéder. Le cœur d'Estella battait fort. Dans une pièce privée, ils s'approchèrent d'un coffre-fort en argent encastré dans le mur, dont la serrure était verrouillée par un mot de passe. Margaret avait laissé des instructions dans son dossier médical. Le coffre s'ouvrit avec un clic, révélant une petite boîte en bois. Les mains tremblantes, Estella souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une cassette VHS étiquetée « Rio de janvier 2002 », 2 faux passeports, une photo des filles endormies dans une voiture et, au fond, une lettre cachetée adressée à Estella. Ses jambes s'affaiblirent. Elle ouvrit la lettre. L'écriture correspondait à celle du journal, des mots d'une sincérité douloureuse. Estella, si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté. Je ne te demande pas pardon, car je n'en suis pas digne. Je te supplie seulement de prendre soin d'eux. Puisses-tu retrouver ce que j'ai perdu et leur montrer qui est leur vraie mère, la mère la plus forte du monde. Estella retint son souffle. C'était plus qu'une confession, c'était un dernier appel à la rédemption et le début d'un nouveau chapitre pour elle et ses filles. J'étais faible, imprudente, égoïste, mais je n'ai jamais cessé de les considérer comme mes filles, même si ce n'était jamais juste. Estella sanglotait sans retenue, et les jumelles la serraient dans leurs bras. À cet instant, un nouveau chapitre commençait. Elles avaient désormais des réponses, des preuves et, pour la première fois, un moyen de tout reconstruire. Quelques jours plus tard, la vieille cassette VHS a été numérisée. Le résultat fut accablant. On y voyait clairement Margaret quitter l'immeuble en berçant les 2 fillettes et monter dans une voiture noire dont la plaque d'immatriculation était partiellement visible. Un homme exactement comme décrit dans le journal a aidé à fermer la portière. Estella a apporté la vidéo à la police. Une enquête internationale a été ouverte et l'affaire a été officiellement rouverte. Les gros titres au Brésil et en Europe ont fusé, une mère retrouve ses jumelles 21 ans après leur disparition, et, un secret dévoilé dans une vidéo en ligne. L'impact fut immense. Estella fut invitée à des interviews, des documentaires et des émissions de télévision, mais elle refusa presque toutes les invitations. Je ne veux pas la célébrité, insista-t-elle. Je veux juste passer du temps avec mes filles. Isabella et Anna Clara, aujourd'hui âgées de 31 ans, décidèrent de passer quelques mois au Brésil pour arpenter les rues qui les avaient vues naître, revoir leur terrain de jeu d'enfance et revisiter la maison où elles avaient vécu. Lorsqu'elles arrivèrent dans cette vieille rue familière, Estella eut du mal à se contenir. Les fantômes du passé y persistaient, mais la lumière emplissait désormais leur maison d'enfance. Elles rencontrèrent d'anciens voisins qui pleurèrent en les voyant.
Tu as disparu, s'écria l'un d'eux. On n'aurait jamais cru te revoir. Ta mère n'a jamais abandonné. Estella leva les yeux au ciel et vit l'étoile polaire, la même étoile de l'histoire du soir qu'elle leur racontait, celle qui ne dort jamais et qui, peut-être, d'une manière mystérieuse, veillait sur ses filles jusqu'à leur retrouvaille. Mais des questions subsistaient. Qui était l'homme qui avait aidé Margaret? Comment les images avaient-elles été effacées et pourquoi avaient-elles refait surface en ligne après tant d'années, et au bon moment? La réponse allait bientôt surgir, et cela allait bouleverser tout ce qu'Estella et ses filles pensaient savoir. Une fois la vidéo parvenue aux autorités, la disparition des jumeaux en 2002 fit la une de la presse internationale. Programmes télé, chaînes internet et équipes de tournage rivalisèrent pour raconter leur histoire. Ce qu'Estella ignorait, c'est que quelqu'un d'autre la regardait aussi, quelqu'un déterminé à cacher toute la vérité. De l'autre côté de l'océan, dans un coin tranquille de Roumanie, un homme aux cheveux gris était assis devant son ordinateur. Son visage, celui des journaux, le fixait, le même homme que sur la cassette VHS. Il s'appelait Vladimir Stoica, un ancien employé d'un consulat européen qui avait bénéficié d'un accès privilégié aux images de sécurité et aux connexions nécessaires pour effacer les vidéos et falsifier les identités. Il resta assis en silence pendant des heures, puis ouvrit un dossier secret. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de faux papiers d'identité et, à la surprise générale, des photos d'autres enfants. Margaret n'était pas la seule à avoir séparé des enfants de leur famille. Vladimir avait été la cheville ouvrière d'un réseau d'adoptions illégales à travers l'Europe au début des années 2000. Mais quelque chose n'allait pas chez les jumeaux d'Estella. Ils étaient réapparus, et maintenant le monde entier les observait. Pendant ce temps, au Brésil, Estella reçut un appel anonyme. « Il faut que vous sachiez la vérité sur la vidéo », dit une voix grave et ferme avec un accent étrange. « Je m'appelle André. J'étais chauffeur et intermédiaire. J'aidais à déplacer des enfants d'un pays à l'autre. Mais avec vos filles, quelque chose a changé. Elles pleuraient, appelaient leur mère, et l'une d'elles chantait même cette berceuse que vous entendez sur la cassette, la même chanson que le monde entier écoutait en ligne. » Il hésita, puis ajouta, « Margaret ne travaillait pas seule. L'adoption n'était pas seulement une obsession pour elle, ils étaient vendus. Il y avait de l'argent en jeu. Un de mes parents fortunés m'a commandé des jumeaux avec des caractéristiques particulières, peau claire, yeux bleus, cheveux blonds. » Estella s'effondra au sol. « Non, mes filles n'ont pas été vendues, halta-t-elle. Et c'est pour ça que Margaret s'est enfuie avec eux, poursuivit André. Elle a essayé de les protéger, et ils l'ont aidée. Mais un homme riche s'est mis en colère et l'a poursuivie, la forçant à continuer à avancer et à rester discrète. La révélation fut stupéfiante. Ce qui semblait être l'obsession personnelle de Margaret relevait en réalité d'un phénomène bien plus sombre, un réseau international de trafic d'enfants. Estella exigea de savoir qui était l'acheteur. André hésita de nouveau. Un puissant homme d'affaires nommé Dorian Dragisi, dit-il finalement. Il voulait des jumeaux parfaits. Mais au dernier moment, il changea d'avis et disparut. Anna Clara murmura, « Est-ce qu'il nous a sauvés ?» « Eh oui, » répondit André. « Malgré tout, il t'a préservé de quelque chose de bien pire. »« Dorian est-il toujours en vie ?» demanda Isabella. « On dit qu'il est à l'article de la mort, » dit André à voix basse. « Ils le regrettent, ou peut-être ont-ils juste peur. » Fort des preuves d'André au contrat, photos, enregistrements, Estella confia tout à la police internationale. Des mandats d'arrêt furent émis contre Vladimir Stoica, et l'enquête sur le passé de Dorian Dragisi commença. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Estella reçut une lettre remise par un mystérieux avocat. Elle venait de Dorian lui-même, des excuses aux filles qu'il n'avait jamais rencontrées. Il avoua avoir créé un fonds des années auparavant, espérant qu'il leur serait utile un jour. Y étaient jointes les coordonnées bancaires d'un compte d'1 million d'euros. Les jumeaux restèrent incrédules. « Allons-nous accepter cela ?» demandèrent-ils. Estella répondit doucement, « Cela ne compensera jamais ce qu'on nous a volé. Mais peut-être pourrons-nous l'utiliser pour soigner d'autres familles. » Ils ont utilisé cet argent pour fonder le projet Étoile du Nord au Brésil, une fondation qui vient en aide aux mères dont les enfants ont été perdus ou victimes de la traite. Ils ont ainsi redonné espoir à des dizaines de familles. Margaret, toujours en vie dans une clinique, reçut la visite d'Isabella. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Me détestes-tu » demanda-t-elle. « Non » répondit Isabella, « je choisis de me souvenir de toi comme de la femme qui nous a sauvés à la fin. » Margaret pleurait, pour la première fois depuis des mois. Dehors,
Anna Clara attendait. Les sœurs s'enlaçaient. Nous avons retrouvé notre mère, notre histoire, et maintenant un avenir, murmura Estella. Au-dessus d'eux, l'étoile polaire brillait plus fort que jamais. Des mois ont passé depuis que les jumeaux ont appris toute la vérité sur leur disparition, les adoptions frauduleuses et le réseau criminel derrière le projet Étoile du Nord. Des familles du Brésil et du monde entier ont contacté la fondation, partageant leurs histoires de douleur, de recherche et d'espoir. Parmi elles, un message allait changer à jamais le destin de la famille. Tard un soir, Estella triait des courriels pour le site web de la fondation lorsqu'un objet a attiré son attention. Urge, j'ai rencontré ces filles en 2003. L'expéditeur était Eva Marinkovic, de Croatie. Son message commençait simplement ainsi, « Bonjour, je m'appelle Eva et je ne sais pas si vous me croirez, mais en 2003, je vivais dans un orphelinat en pleine campagne autrichienne. J'étais l'une des aînées. Un jour, 2 jumelles brésiliennes sont arrivées, toutes 2 inconsolables, le visage baigné de larmes. Soir après soir, j'entendais l'une d'elles chanter doucement, Estrelita, en regardant par la fenêtre. Avec le temps, nous sommes devenus amis. Puis, un après-midi, une femme est venue les chercher. Elle était blonde, les yeux pâles et l'air nerveux. Elle m'a dit qu'elle emmenait les filles en sécurité. J'ai gardé cette histoire en moi pendant 20 ans, jusqu'à ce que je voie votre vidéo YouTube et que je sache que je devais parler. Je n'avais pas oublié leur visage, c'était bien ces jumelles. Stella fit irruption dans la pièce où attendaient ses filles, désormais adolescentes. Elle leur montra le courriel qu'elle avait reçu. Isabella se tut, et Anna Clara se couvrit la bouche de la main. Estrelita, petite étoile qui brille dans le ciel, murmura Isabella à sa sœur, les larmes aux yeux. Tout était vrai. Le lendemain, ils organisèrent un appel vidéo avec Eva. Elle apparut à l'écran, tenant une vieille poupée usée par les intempéries. L'une des jumelles m'a donné cette poupée, dit Eva, le sourire tremblant. Elles m'ont dit qu'il fallait que je me souvienne qu'il y aura toujours une étoile qui veillera sur moi. Stella, l'écoutant, pleura doucement. Les filles étaient folles d'excitation. Merci de prendre soin d'elles, dit Estella doucement. Moi aussi, j'étais une enfant, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Cet orphelinat n'était pas un refuge, c'était un lieu de passage pour le trafic d'enfants, poursuivit-elle, la voix tremblante. Des années plus tard, j'ai appris toute l'horreur de ce qui s'y passait. Lorsqu'un nouveau rapport tira la sonnette d'alarme, les autorités comprirent que le réseau était bien plus vaste qu'on ne le pensait. Interpol ouvrit une enquête sur l'orphelinat autrichien, mystérieusement fermé en 2005 sans explication. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, au Brésil, un autre rebondissement se produisait. Dans un rare moment de lucidité, Margaret avoua à Estella qu'elle avait caché quelque chose, une petite boîte en métal glissée dans le double fond de son armoire. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée de la femme qui avait enlevé les jumeaux, un ensemble de 5 lettres manuscrites et un pendentif en argent en forme d'étoile. L'une des lettres, adressée à Estella, disait « Si jamais tu trouves cette boîte, tout sera révélé. Je m'appelle Luciana Torres. J'ai été engagée pour emmener leur mère en Roumanie, mais à mi-chemin, je l'ai regretté. Margaret m'a aidé à disparaître. Je lui ai laissé les filles, pensant qu'elles seraient en sécurité. Je ne me suis jamais pardonné, mais je ne pourrai jamais revenir en arrière. Il y avait des hommes puissants derrière moi. Je vivais chaque jour en espérant qu'un jour vous vous reverriez. Cette révélation a ajouté une dimension supplémentaire à notre histoire. Où était Luciana maintenant? Avec l'aide d'Interpol et de la fondation North Star, les enquêteurs ont fouillé les dossiers d'emploi de l'aéroport datant de 2002. Après des semaines de recherche, ils ont découvert que Luciana était vivante, vivant en Colombie sous une fausse identité. Allons-y, dit Estella sans hésiter. Tu es sûre, maman? Demanda Isabella. Oui, répondit Stella, la détermination brillant dans ses yeux. Il faut que je regarde la femme qui t'a prise et celle qui t'a rendue. Dans une ville entourée de montagnes, ils trouvèrent Luciana, la soixantaine, les cheveux blancs, les épaules lourdes de fatigue. Mais lorsqu'elle aperçut Estella, les larmes lui montèrent aux yeux. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, dit-elle, la voix brisée. Pourquoi? Demanda Estella. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je ne leur livrais pas les filles, ils tueraient ma propre fille. J'ai obéi par peur. À mi-chemin, désespéré, j'ai compris que la seule façon de les protéger était de les laisser avec Margaret. Je savais qu'elle était perturbée, mais pas cruelle.
Anna Clara la regarda droit dans les yeux. Tu étais complice. J'en ai payé le prix, murmura Luciana. Je n'ai jamais connu la paix et je n'ai jamais revu ma fille. Luciana tendit à Estella la photo d'une jeune femme aux cheveux bouclés, aux yeux verts et avec une petite tache de naissance sur la joue. Estella haleta. Cette fille, on l'a vue dans les archives d'un autre orphelinat en Autriche. Luciana trembla. Ma fille a été kidnappée en 2002 et a fini dans un orphelinat clandestin, dit-elle. Des années plus tard, elle a été adoptée par une famille en Allemagne. Estella jura d'aider Luciana à retrouver son enfant. De retour au Brésil, l'intérêt du public grandit. Le nom de Dorian Dragic apparut, il était à la tête d'un réseau d'adoption illégale impliquant des politiciens, des médecins et des agents des frontières. Puis, le monde fut stupéfait par la mort subite de Dorian dans son manoir de Bucarest, officiellement d'une crise cardiaque. Plus surprenant encore était son testament, tous ses biens seraient reversés au projet North Star. Mon âme est lourde de péchés qui ne pourront jamais être effacés, a-t-il écrit. Que ma fortune contribue au moins à guérir les blessures que j'ai causées. Avec plus de 25 millions d'euros légués, North Star est devenue la plus grande association caritative d'Amérique latine pour les enfants disparus. Pourtant, pour Estella, Isabella et Anna Clara, aucune somme d'argent ne pouvait restaurer les années perdues. Leur mission était loin d'être terminée, protéger d'autres vies et reconstruire le monde, une vérité à la fois. Aujourd'hui, 21 ans après la disparition des jumelles, une famille s'est reconstruite, non seulement par le sang, mais aussi par le courage, l'amour et une détermination sans faille. Avec la fille de Luciana en vue et le projet North Star plus brillant que jamais, ils ont continué d'avancer, sachant que si la douleur ne s'estomperait jamais complètement, leur espoir et leur détermination perdureraient.